Bonsoir à tous, bonsoir Gabriel. Bonsoir François. Voici les titres de cette édition. Nouvelle séance de conseil municipal aujourd'hui. Il a beaucoup été question de taxes et d'impositions. Des débats pour le moins animés. Observer les étoiles comme les astronomes, piloter Curiosity, le robot actuellement sur Mars, ce sont quelques-unes des nouveautés de la Cité de l'Espace découvertes en avant-première. Et puis la pop péchue des Anglais de Métronomie va faire vibrer les Zéniths de Toulouse ce soir. Rencontre avec le groupe. Mais pour débuter, Gabriel, troisième session de conseil municipal ce matin. Oui, après la mise en place de la nouvelle municipalité, les élus entrent désormais dans le vif du sujet. Au programme des discussions, la fiscalité en 2014, ce qui n'a pas manqué de donner lieu à quelques escarmouches. Un compte-rendu de Marlène Canal. Après les félicitations de rigueur pour l'élection de Jean-Luc Moudenc à la présidence de la communauté urbaine, c'est un conseil municipal assez bref qui s'est tenu ce matin. Quelques sujets ont été abordés par l'opposition sur les transports, comme notamment le projet d'autoroute Toulouse-Castres qui serait déséquilibré financièrement et les autres prises de position de Jean-Luc Moudenc. Un Jean-Luc Moudenc qui a tenu à recentrer le débat. J'ai entendu dans la bouche de plusieurs orateurs de l'opposition un discours très curieux qui a consisté à parler de l'action municipale avant 2008. Et donc j'ai rappelé à mes collègues de l'opposition qu'il y avait eu depuis 2 scrutins municipaux, en 2008 et surtout en 2014. Et donc je trouve qu'il vaut mieux parler des problèmes d'aujourd'hui, il vaut mieux dessiner des perspectives pour demain, plutôt que de faire et de refaire à l'infini les campagnes électorales précédentes. C'est des divergences de fond. Nous avons des sujets majeurs. Et parler de cela, ce n'est pas simplement maintenir la campagne électorale, c'est que nous avons vraiment des convictions politiques assez différentes sur certains sujets et ils seront évoqués à chaque conseil municipal. Le sujet des mariages blancs n'aura pas manqué d'échauffer à nouveau les esprits. Le cœur de ce conseil municipal, le vote à l'unanimité des taux d'imposition pour 2014. Ils n'augmenteront pas, comme l'avait indiqué la majorité dans ses arguments de campagne, majorité qui dénonce une gestion financière calamiteuse de la ville par ses prédécesseurs. Une équipe arrive, elle dénonce le bilan de la précédente. La réalité financière de cette ville, c'est que l'héritage qu'elle a assumé, il date d'il y a une dizaine d'années, avec une bombe à retardement sur des décisions qui ont été prises dans le financement du syndicat de transport. Et nous, le choix que nous avons fait dans le mandat précédent, c'est de maintenir l'investissement à un haut niveau, et puis c'est d'éviter d'avoir une pression fiscale trop forte, donc préserver le pouvoir d'achat. Ça a conduit évidemment à, comme on dit, vider un bas de laine qui était constitué et qui ne servait à rien. C'était l'argent des Toulousains, on le leur a rendu. La ville de Toulouse, notamment en 2008, mais déjà depuis un certain nombre d'années à l'époque, n'avait plus de dette, et qu'aujourd'hui, à la fin de l'année 2013, il y a eu un premier emprunt de 15 millions, il y a eu un deuxième emprunt le 3 avril, le jour juste avant l'installation du conseil municipal avec la nouvelle majorité. Et si nous laissons le budget 2014 qui a été voté par nos prédécesseurs s'exécuter sans rien faire, nous aurons à la fin de l'année un endettement supérieur à 100 millions d'euros. Donc ces éléments-là ne sont pas contestables et je ne crois pas d'ailleurs qu'ils aient été contestés dans leurs détails. Les écoles, la petite enfance, le développement économique, la sécurité et l'aménagement urbain, la propreté de la ville, des axes sur lesquels la majorité compte bien se concentrer pour rétablir la situation financière de la ville. Des nouvelles à présent des 3 ouvriers d'Airbus gravement accidentés sur le site de Colomiers. L'avionneur indique que l'état des 3 hommes s'est légèrement amélioré mais que leur pronostic vital est toujours engagé. Par mesure de sûreté, les nacelles similaires à celles qui ont été impliquées dans l'accident ne seront plus utilisées et ce jusqu'à ce que les enquêteurs rendent leurs conclusions sur les origines du drame. Ce mouvement social, François, donc à présent. Oui, absolument. On va poursuivre avec le mouvement social, avec les salariés de Securitas. Aujourd'hui, c'est leur 6e jour de grève devant l'entrée du site d'Airbus Central Entity à Blagnac. Pour la plupart agents de sécurité, ces salariés réclament une revalorisation de leur salaire et une reconnaissance de leur qualification. La mise à pied d'un de leurs collègues et la proposition de la direction de remplacer les grévistes en proposant une prime renforce leur mécontentement. Précision sur leurs revendications avec 2 grévistes au micro de Marianne Ribaud et Aurelio Roda. On manifeste aujourd'hui parce que notre employeur ne veut pas écouter nos revendications, de la reconnaissance de nos qualifications. Et qui plus est, il y a un collègue qui est menacé d'être licencié parce que la direction lui impose de prendre un poste qui ne correspond pas à ses responsabilités. Notre employeur se comporte un peu malhonnêtement puisqu'il nous remplace avec des primes alors que nous on demande des primes et on ne les donne pas.
Nos collègues font le même boulot que nous, ils sont en coefficient supérieur et ils ont exactement les mêmes tâches que nous, exactement les mêmes. Et nous, on n'a pas ça, on n'a pas la même rémunération. C'est une disparité, je trouve ça intolérable. 5 braquages en 7 jours. Toulouse connaît actuellement une flambée des vols à main armée. Parmi les derniers commerces touchés, le KFC de la rue Saint-Simon. Il a été attaqué dimanche dernier à l'heure de la fermeture. En centre-ville, le magasin Carrefour City de la rue de la Gloire de l'avenue de la Gloire a même été dévalisé 2 fois en une semaine. Dernier vol en date ce mercredi matin à l'ouverture. La police ignore pour l'instant si les mêmes individus sont en cause. Une enquête suivie de près par Olivier Arsac, le nouvel adjoint à la sécurité à la mairie de Toulouse. Nous lui avons demandé ce qu'il comptait faire pour rassurer les commerçants. Nous avons demandé au secteur périphérique de rapatrier une partie de leurs effectifs pour multiplier les patrouilles dans les zones très commerciales et donc très sujettes à ces braquages du centre-ville, car nous manquons d'effectifs pour une population de 450 000 habitants. Nous sommes sous-équipés en effectifs, évidemment. Il y a quand même des quartiers, c'est ce que nous sommes en train d'étudier, où les risques sont moindres. C'est là, sur ces quartiers-là. Quel quartier, par exemple ? Écoutez, les secteurs, ça marche par secteur. Mais je ne veux pas vous donner, c'est encore à l'étude, on est dans l'urgence. Hein. Voilà, autre mesure envisagée par Olivier Arsac, passer de 21 à 300 caméras de vidéosurveillance à Toulouse d'ici 3 ans. Pour rappel, avec 20 braquages depuis janvier, on est sur une tendance qui reste stable par rapport aux chiffres de l'année 2013. Élections à présent, le 25 mai prochain se tiendront les élections européennes pour renouveler le Parlement. Jean-Luc Mélenchon, député sortant, brigue un nouveau mandat. Il est venu présenter sa liste et son programme à Blagnac. Pierre Bellouchi et Alain Sorat y étaient. J'ai l'honneur d'avoir été proposé pour être en tête de la liste du Front de gauche pour la circonscription du Grand Sud-Ouest. Après la déroute subie par la gauche lors des dernières municipales, Jean-Luc Mélenchon mise beaucoup sur l'élection européenne à venir. Le député européen sortant se veut d'ailleurs lucide quant à la nécessité d'union des forces de gauche pour faire front face à la droite. Une alliance nécessaire à laquelle seul le Parti communiste a cependant répondu. Nous aurions aimé pouvoir faire des listes de gauche non gouvernementales, d'opposition de gauche, plus larges que celles que nous avons constituées. Bien sûr, et pourquoi pas, on aurait pu avoir cette discussion avec Europe Écologie Les Verts, que nous aurons de toute façon pour les prochains scrutins. Vous le savez aussi bien que moi. C'est la pente naturelle maintenant qui est prise, puisque cette composante de la majorité de gauche a quitté le gouvernement et se trouve donc de fait dans la même situation que nous. José Bové, tête de liste d'Europe Écologie Les Verts dans la circonscription du Grand Sud-Ouest, n'a pas souhaité s'allier au Front de gauche, lui qui devrait être le candidat des Verts européens à la présidence de la Commission. Au cas particulier de José Bové, avec qui nous avons milité pendant de nombreuses années, et rappelez-vous, en 2005, nous faisions campagne ensemble contre le traité constitutionnel. Bien, je l'interpelle et je lui dis non, José, pas ça, quoi. Pas toi en train de défendre les traités européens qu'on a combattus ensemble, pas toi en train de nous expliquer que la concurrence libre et non faussée est ce qu'il y a de mieux pour la vie des peuples européens. Nous avons ensemble défendu le contraire. Donc je l'appelle à se ressaisir et à revenir aux positions qui permettent de se rassembler. La bataille ne fait donc que commencer pour Jean-Luc Mélenchon et ses colistiers qui poursuivent un objectif très clair, passer en tête de la gauche lors du prochain scrutin. On les estime au nombre de 4000 à Toulouse, on les retrouve souvent en loge, mais on ne parle pas ici des abonnés du club de football, mais des francs-maçons, Gabriel. Le grand maître de la Grande Loge de France était dans la Ville Rose aujourd'hui. Croyances, influences et rites, les mystères autour de la franc-maçonnerie restent nombreux. Jérôme Bolloc a donc tenté de démêler le vrai du faux. Je ne suis pas sûr que ce soit de la part des citoyens, c'est aussi pas mal de la part des médias. Il y en a quelques-uns qui, souvent, nous sortent un numéro spécial, comme on les appelle nous dans notre jargon, à nous les marronniers. Et cette année, ils ont fleuri très tôt, dès le mois de janvier, donc nous sommes tout à fait au fait de ça. Je viens pour expliquer ce que nous sommes vraiment, pas ce que dit la presse, qui s'intéresse, et c'est logique, quand on regarde le côté financier de la presse, au sujet que je qualifierais de croustillant, mais ce n'est pas du tout ce que nous faisons dans nos loges. Dans nos loges, on travaille sur soi pour les autres. Et par conséquent, on n'a rien à voir avec quelques maçons égarés, on pourrait dire ça comme ça. Mais la grande majorité des frères, ça n'est pas le cas du tout. Et c'est ce que je suis venu expliquer au public de Toulouse ce soir, oui. En même temps, vous avez une sorte d'influence. La franc-maçonnerie a une sorte de pouvoir sur la vie publique. Non, la franc-maçonnerie, telle
quand vous englobez tout comme cela, non, elle n'a pas de pouvoir sur la vie publique, elle n'a que des frères ou des sœurs, même maintenant, aujourd'hui, depuis maintenant plus d'un siècle, qui s'impliquent dans la vie publique. Mais ça n'est pas tout à fait la même chose, ce sont toujours des individus qui font de la politique, par exemple. Alors après, comment la font-ils? J'espère qu'ils la font selon les valeurs de la maçonnerie, pour le coup. Et les valeurs de la maçonnerie, elles sont bien connues, c'est celles de la République, c'est liberté, égalité, fraternité, c'est servir les autres et pas s'en servir. Alors s'ils agissent sur ce terrain-là, alors tout devrait aller très bien. Après, il y a beaucoup de loges différentes. Est-ce que l'objet de chaque loge n'est pas différent également? Alors, dans les loges, c'est toujours différent. Pour notre part, on en compte plus de 800 maintenant. Mais les obédiences elles-mêmes ont parfois des points de vue différents et s'engagent d'une manière différente. Ça, c'est exact. En ce qui concerne la Grande Loge de France, on ne s'engage pas dans le terrain politique. En loge, il est interdit de parler politique et interdit de parler de religion. Ce sont les frères qui s'engagent à titre individuel, en politique ou ailleurs. Ils peuvent aussi s'engager dans des ONG ou n'importe quelle autre association dont ils pensent qu'ils pourront être utiles au bien commun ou pour tout le monde. C'est le vivre ensemble qui nous intéresse, nous, dans nos loges, de la Grande Loge. Et si vous souhaitez en entendre plus, Marc-Henri donne une conférence ce soir à 19h30 à la médiathèque José Cabanis. Observer les étoiles comme les astronomes, tirer au laser avec une réplique du robot Curiosity, actuellement en mission sur Mars, ou savoir de quoi est composée une comète, voilà quelques-unes des nouvelles animations de la Cité de l'Espace. En voici un avant-goût. Un télescope professionnel permettant de voir des détails de 1 km sur la Lune accessible à tous, c'est l'une des nouveautés de la Cité de l'Espace. Sous cette coupole pouvant accueillir 30 personnes, les observations se font en journée avec quelques nocturnes de mi-juillet à fin août. En conséquence, l'étoile star est celle qui est le plus visible le jour. C'est aussi la plus grosse de notre système solaire. On en prendra plein l'œil de ce soleil avec ses taches, les points où la surface est moins chaude, mais également les éruptions solaires, ces jets de matière énormes. Et donc notre idée pour nous, c'est de faire en sorte que nos 300 000 visiteurs qui viennent chaque année à la Cité de l'Espace aient une sorte de déclic et se disent mais c'est ça l'astronomie, eh bien allons continuer cela peut-être ailleurs, en allant ensuite dans un club d'astro, faire une nuit des étoiles, etc. L'investissement est de 350 000 €, prix qui inclut ce bras coudé pour une observation accessible à tous les âges et au public handicapé, et ce dès ce week-end. De quoi séduire les astronomes en herbe, et pour passer de l'observation à une approche plus concrète et sensorielle de l'espace, direction la salle d'exposition. Ici, 2 grandes missions spatiales en cours d'exécution sont mises à l'honneur. L'une sur Mars avec le rover d'exploration Curiosity qui fait des découvertes régulières et qu'on suit de tous les instants. Et puis aussi la nouveauté qui va consister à arriver sur la comète à l'été. C'est la sonde Rosetta, la mission spatiale européenne, va arriver tout près de la comète. C'est une grande première. Et on a même une seconde première qui sera celle de se poser en novembre. Donc nous avons voulu marquer le coup et créer ces théâtres immersifs, ces moments de rencontre avec l'objet lui-même. Quand ce compteur arrivera à 0, Rosetta déploiera le robot Philae sur une comète. En avant-première, il est possible de voir et de comprendre les expériences qui seront alors menées. Possible aussi de fabriquer une comète et de savoir comment se forme sa traînée. Le tout est à découvrir dès ce week-end. Et pour rester dans la thématique spatiale, nous avons rencontré le plus jeune astronaute français et européen. Il s'appelle Thomas Pesquet, vient d'être sélectionné pour partir à bord de la Station spatiale internationale dès 2016. Rendez-vous pour cela samedi à 12h35 ou n'importe quand sur teletoulouse.fr pour découvrir ce profil hors du commun. Un mot de sport à présent avec du football. En national, l'Uznac, déjà promu en Ligue 2, vise maintenant le titre. Ils ont un match déterminant à jouer ce soir contre Ajaccio, 3e, coup d'envoi 20h30. En bas de classement, Colomiers bataille pour se maintenir. Actuellement 15e, il se déplace au Red Star, 4e. En Ligue 1, le TFC 9e se déplacera à Montpellier qui est 14e. Toulouse qui vise maintenant 6e ou 7e place du championnat. Les espoirs européens se sont envolés. Ils seront privés de Dido et de Ben Bassat blessés pour espérer ramener un résultat de la mousson. Pas évident car Montpellier n'a toujours pas assuré son maintien. Enfin en hand, le Phoenix 5e se déplace ce soir à Saint-Raphaël. Et quelques infos rugby, Gabriel. Oui François, pas de top 14, désolé pour les fans ce week-end pour cause de Coupe d'Europe de rugby. En revanche, on jouera bien en Pro D2. À 3 journées de la fin, Colomiers 10e reçoit Bourg-en-Bresse 15e. Coup d'envoi samedi à 18h30. Très bien, on va parler musique maintenant. Est-ce que ce son vous dit quelque chose, Gabriel ? Ah oui, c'était le générique d'une célèbre émission.
Non, pas exactement. Non. Le groupe Métronomie, ça vous parle? Ah oui, c'était le générique d'une émission d'une grande chaîne cryptée. D'accord, oui, on peut aussi le voir dans ce sens. Enfin, en tout cas, Métronomie, c'est le groupe de pop-rock anglais formé en 99 qui a bien grandi depuis, car ils sont sur le point de présenter leur 4e album, Love Letters, dont on vient d'entendre un extrait. Ça sera au Zénith ce soir. C'est leur 3e passage à Toulouse. Et Sophie Voigny s'est allée leur demander comment ils définissent leur musique. On les écoute. Moi, je pense à fish and chips. Oui, je pense que fish and chips résume bien la situation. C'est un plat typiquement anglais. Et il y a vraiment quelque chose de très anglais dans notre musique. En fait, je commence à accepter juste maintenant mon anglitude. Non, mais il faut parler du processus d'enregistrement de cet album. On l'a fait sur bande, en analogique. Les répétitions étaient donc des étapes très importantes. On a fait plusieurs séances et puis on est allé au pub. Travailler pour nous signifie plus être ensemble que bosser comme des brutes. Les ventes de bandes dessinées ont explosé ces 15 dernières années. Ils sont une centaine d'auteurs en France à nous faire au hasard peur, rire ou rêver. Rencontre donc avec Paul Coé, auteur toulousain qui voue une véritable passion au dessin depuis l'enfance. Un portrait de Nathalie Vitezak. Déjà auteur de 2 séries, Aster et L'honneur des Tsarom, Paul Coé reforme le duo avec Wilfried Lupano, scénariste, pour réaliser le premier tome de la série Les Vieux Fourneaux. Il s'intitule « Ceux qui restent ». C'est une envie commune de parler de la génération de nos grands-parents, génération qui est née à peu près dans les années 30. On voulait avoir des personnages vieux en fait comme protagonistes de notre histoire et parler aussi de la famille et de la société et de notre monde actuel et du regard des générations anciennes sur la nouvelle et du regard de la nouvelle génération sur cette vieille génération en fait. D'une série à l'autre, le style progresse, change selon le thème et le ton. C'est ce qui motive Paul Coé à chaque planche dessinée. Donc je voulais revenir à un trait beaucoup plus souple, avec des pleins, des déliés. Donc j'ai retravaillé mon ancrage. Je me suis bien amusé à travailler les pleins, les déliés avec des feutres pinceaux de différentes tailles, des feutres biseautés. Enfin ça c'est l'aspect technique, mais j'ai retrouvé un vrai plaisir de dessin. Et la couleur vient en complément vraiment là de mon dessin, alors qu'avant j'avais un gros travail à la couleur, je mettais tous les effets, la matière, les textures avec la couleur. Là je suis revenu à quelque chose de plus sobre. La vie en général inspire l'auteur qui se met lui-même à la place du futur lecteur. Voilà, vous pouvez retrouver Paul Coé et Wilfried Lupano demain à la librairie Terre de Légende, une séance de dédicace qui débute dès 15 h. Et puis le tome 2 des Vieux Fourneaux sortira en octobre prochain. C'est ainsi que se termine cette édition. Merci Gabriel. Merci François, excellent week-end à tous. Et à très bientôt sur Télé Toulouse.